Une meilleure enfance d'après Janusz Korczak. Korczak. Je savais bien que j'allais être repris au moins sur un nom avec mes deux voisines. Là. Ancienne fonctionnaire du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne, vous avez mené, Madame Kowalczyk-Kedziora, une carrière de 30 années au service du respect de la dignité humaine et de la promotion de l'entente entre les peuples, au-delà de leurs différences, avec un outil privilégié, le dialogue, et la volonté de convaincre par l'exemple. Exemplaire a été le parcours de Janusz Korczak, né Henri Goldschmidt, médecin et pédagogue polonais exceptionnel, comme vous le soulignez, dont l'œuvre a inspiré la Convention des droits de l'enfant sous l'égide des Nations Unies. Et nous vous écoutons, Madame, sur ce parcours exemplaire. Merci beaucoup. Je vous remercie tout d'abord pour l'invitation. J'adresse mes remerciements à Claude Reich, qui est mon ancienne collègue du Conseil de l'Europe, et à tous les organisateurs, tous ceux qui m'ont permis de faire cette présentation devant vous. C'est un moment très particulier pour moi. Je suis polonaise, je ne suis pas juive, je suis varsovienne et je présenterai devant vous un varsovien, quelqu'un qui a vécu à Varsovie et qui est mort à 80 km de Varsovie. Donc, mon objectif aujourd'hui est de vous présenter son parcours, mais avant tout de vous présenter l'héritage qu'il a laissé, et cet héritage qui a inspiré le texte le plus important, l'une des conventions les plus complètes du système des Nations Unies et du droit international, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ma première question serait, est-ce que vous connaissez la Convention des droits de l'enfant? Non. Voilà, donc ce sera une bonne occasion d'avoir peut-être un premier contact et l'incitation à approfondir ce texte qui est essentiel et qui régit en quelque sorte votre vie, même si c'est de très loin, mais c'est quand même très important dans votre vie, et même le fait que vous êtes ici, dans le cadre d'un événement éducatif, ça fait partie aussi de la Convention des droits de l'enfant. Mais toute cette histoire commence au début du XXe siècle. Donc, c'est une histoire assez longue que je vais essayer de retracer. Ce sera sur l'exemple de Janusz Korczak. Il est connu surtout sous ce nom. C'est son nom de plume. Le vrai nom, c'est Henryk Goldschmidt. C'est quelqu'un qui pensait que pour changer le monde, il fallait travailler avec les enfants. Tout d'abord, que ce ne sont pas les gouvernements qui changent le monde, c'est l'enfance. J'ai mis sur cette diapositive une image et je voulais vous demander ce qu'elle vous inspire. Est-ce que vous pouvez me dire cet enfant qui est sur les écrans, à quoi ça vous fait penser? Un prince. Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression « l'enfant roi » ? Oui. Est-ce que c'est une expression positive ou négative? Négative. Plutôt négative. Alors, nous allons voir si l'enfant, c'est cet enfant terrible, négatif, quand il porte une couronne. C'est l'illustration du roman le plus connu
de Janusz Korczak, le roi Matthias Ier. C'est un enfant qui devient roi. Donc, ce livre est une lecture, ou a été une lecture obligatoire en Pologne. Maintenant, le cursus scolaire sont un peu plus libres et les enseignants peuvent choisir les livres à faire lire à leurs enfants, à leurs élèves. Mais par le passé, c'était une lecture obligatoire. Et c'est un livre qui est très facile à lire. C'est un roman. Le roi Matthias Ier ne réussit pas forcément la gestion de son pays. Et c'est un livre qui est censé apprendre la démocratie aux enfants. Donc, à travers cette présentation, je vais essayer de vous montrer comment Janusz Korczak voyait l'enfant et pourquoi il a consacré toute sa vie aux enfants. Donc, la présentation va tourner autour de 3 points: la vie, l'héritage et la mémoire que nous devons à toutes les victimes de la Shoah et à tous ceux qui ont influencé nos vies et les vies de tous les enfants à travers le monde. Donc, sur cette première diapo, vous voyez Henryk Goldschmidt à l'âge de 10 ans, à peu près. Il n'est pas très clair quand il est né. C'est en 1878 ou 79. Ses parents ont oublié ou n'ont pas voulu l'enregistrer tout de suite après sa naissance. C'est une chose qui ne serait pas possible aujourd'hui. La Convention dit que tout enfant doit être enregistré. Et c'est une obligation. Et donc, à l'époque, c'était un tout petit peu flou. Il naît dans une famille juive aisée. Beaucoup disent que c'était une famille parfaitement assimilée. Effectivement, la langue de cette famille, c'est le polonais. C'est une famille progressiste et laïque. On a parlé de ces différentes facettes du judaïsme. Donc, c'est une de ces familles qui s'inscrivent, qui veulent faire partie de la société où elle vit. Donc, la preuve, c'est que dans les registres, il n'y a pas son prénom yiddish ou autre. Il reçoit un prénom polonais, Henryk. Évidemment, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la Pologne. À l'époque, la Pologne n'existe pas. Elle est partagée. Varsovie appartient à la partie qui a été annexée par l'Empire russe. Donc, l'éducation se fait en russe. Ce serait la deuxième langue de Henryk, puisqu'il fait toute son éducation dans des écoles russes, et même l'université de Varsovie, à l'époque, est une université de langue russe également. Comme c'est une famille aisée, il y a une gouvernante, donc il a une gouvernante française jusqu'à l'âge de 7 ans. Il parle donc le français, et d'ailleurs sa sœur Anne deviendra traductrice par la suite. Il a fait des études de médecine à l'université de Varsovie. Il a fait aussi des séjours à Paris, Bâle, Berlin, Londres, toujours dans le cadre de sa formation, juste après les études universitaires, etc. Donc, il y a déjà cet aspect un peu multiculturel. Il ne connaît pas le yiddish, il ne connaît pas l'hébreu.
c'est vraiment quelqu'un qui se sent polonais. Mais ce sont des temps extrêmement troubles. Le XXe siècle est très difficile. C'est un homme qui a participé à 4 guerres. La première fois, il est enrôlé dans l'armée russe en 1905, mais il va à une guerre très, très lointaine. Il est envoyé en tant que médecin en Mandchourie, parce que c'est la guerre russo-japonaise. Donc c'est sa première guerre, qui n'est pas la sienne du tout. La deuxième mobilisation est aussi dans l'armée russe. C'est toujours en tant que médecin qu'il est dans l'armée russe pendant la Première Guerre mondiale. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, la Pologne retrouve son indépendance en novembre 1918. Mais c'est encore une période très difficile où on définit les frontières, où on discute du caractère de ce pays. Et en 1920, il y a une guerre polono-bolchevique. Il participe de nouveau à cette guerre. Et la quatrième guerre, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Entre-temps, en 1905, il peut observer aussi de loin la révolution en Russie. Il est un peu à Kiev également. Et pendant tout ce temps, de plus en plus, il pense aux enfants. Et aux enfants pendant ces temps de guerre. Il commence à écrire très très vite. À vrai dire, il écrit déjà à l'âge de, je ne sais pas, 16, 18 ans. Mais il participe à un concours littéraire en 1898. Et pour ce concours, il prend le pseudonyme de Janusz Korczak. Donc, à partir de 1898, c'est le nom qu'il utilise et c'est le nom sous lequel il est connu, Janusz Korczak. C'est quelqu'un qui écrit énormément, énormément. Il y a plus de 16 volumes de ses écrits. Il fait des poèmes, des drames, des feuilletons, des romans pour adultes et pour enfants. Mais à la suite de tout ce qu'il a pu vivre, et je vous raconte un peu en détail sa vie, il s'engage aussi dans la vie civile. En 1906, donc au retour de la guerre russo-japonaise, il devient pédiatre dans un hôpital pour enfants pauvres à Varsovie. Il ouvre un cabinet privé et il s'engage aussi dans les causes sociales avec d'autres médecins et pédagogues. Cet engagement social se traduit aussi par le fait qu'il devient membre de la Société des orphelins, mais il est aussi médecin expert auprès du tribunal pour jeunes délinquants et il organise des colonies de vacances. Ces colonies de vacances ne sont pas très loin de Varsovie. Au jour d'aujourd'hui, là où les enfants et Korczak allaient en colonie de vacances, ce sont les quartiers de Varsovie. Pas tous, mais beaucoup. C'est déjà dans les limites de la ville. Évidemment, ça ne suffit pas. Et il crée une maison des orphelins à Varsovie. Il en devient directeur en 1912.
Et cette maison des orphelins, il la conduira jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Donc il est directeur de 1912 à 1942. C'est quelqu'un qui est très engagé, donc, comme je l'ai dit. Il y a aussi un autre aspect dans son engagement, c'est l'engagement politique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un mouvement intellectuel juif en Europe, Haskalah. Donc cette famille dans laquelle il est né était partisane de ce mouvement. Et de toute façon, c'est toujours l'esprit de conciliation, de dialogue, d'identité multiple. Aujourd'hui, quand nous lisons ces écrits, nous les lisons évidemment un peu différemment que par le passé. Et c'est un thème qui ressurgit de plus en plus. Ce que c'est l'identité d'un individu, combien d'identité a une personne, et comment on définit l'identité. Il y a évidemment des périodes où il a l'intérêt un peu plus prononcé, par exemple, pour le sionisme. Il fait partie de la franc-maçonnerie également, mais de la franc-maçonnerie qui est très ouverte aussi. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui visitera la Palestine, qui ira plusieurs fois dans ce pays, dans des kibboutz, et qui enrichit le travail là-bas. Donc, il transpose en quelque sorte ses expériences, mais il ramène aussi des idées vers Varsovie. Il revient toujours parce qu'il considère que ses enfants et sa place est à Varsovie. Et à Varsovie, il a évidemment des collaborateurs et surtout une collaboratrice très fidèle. C'est Stefania Wilczyńska, avec qui il tient la maison des orphelins. Donc, c'est une femme juive, mais ils font aussi une autre maison, Nasz Dom, notre maison, avec une autre femme polonaise, Marianna Falska. Et donc, l'une maison est pour les enfants juifs et l'autre pour les enfants non juifs. Il est directeur dans les deux. Et ce qui est aussi novateur, c'est que ces institutions sont mixtes. Il n'y a pas de séparation entre les filles et les garçons. L'éducation traditionnelle séparait les deux sexes. Ce n'est pas le cas chez lui. La langue des deux institutions, c'est le polonais. Les enfants dans les deux institutions, ce sont les enfants défavorisés, pas forcément les orphelins. Le nom est un peu trompeur. Évidemment, il peut y avoir des orphelins, mais il y a surtout des enfants qu'on peut appeler au jour d'aujourd'hui les enfants de la rue, les enfants des familles monoparentales, des familles dysfonctionnelles. Et donc, il ne s'agit pas d'enfants qui n'ont pas de parents. Et pour certains, oui, pour d'autres, non. La pauvreté est énorme à l'époque, à Varsovie, et pour certaines populations. Il y a beaucoup d'orphelinats. Mais ces orphelinats sont très particuliers parce qu'il y a une approche tout à fait différente à l'enfant. Et il y a un dévouement énorme aux enfants de la part de tout le personnel. Le bâtiment que vous voyez sur cette image existe toujours à Varsovie. Juste le haut, le dernier étage n'est plus le même, donc le toit n'est plus en pente, mais il est plat.
Actuellement, il y a 14 enfants dans cet endroit, parce qu'il sert à autre chose. C'est surtout la direction de la protection de l'enfance de Pologne qui est là. Donc, il y a une partie administrative assez importante. Il y a une partie où il y a ces quelques enfants qui sont accueillis parce que de toute façon, on ne peut plus avoir de grands orphelinats. L'orphelinat de Korczak, d'avant la guerre, c'était 100, 150, 200 enfants. C'est impossible au jour d'aujourd'hui. Donc, les enfants sont essentiellement dans les foyers et quand ils sont regroupés, ils sont par petits groupes. Donc, ils sont 14 là-bas. Et dans ce bâtiment, il y a aussi une cellule de recherche du musée de la ville de Varsovie, essentiellement, enfin exclusivement consacré à Korczak. C'est aussi un endroit où on peut visiter les lieux, on peut avoir des leçons. Il y a aussi un travail éducatif qui se fait là-bas et je vous encouragerai à entrer en contact avec eux. C'est une autre façon de voir le travail avec les enfants. Si on peut faire un lien entre les enfants cachés et les enfants qui étaient dans cet orphelinat, c'est que Korczak ne cachait pas, mais mettait à l'abri les enfants dans son orphelinat. Il ne courait plus les rues, il n'était plus obligé de voler. Il ne voyait plus la pauvreté et les conditions de vie épouvantables. C'était le centre-ville, c'est toujours le centre-ville de Varsovie. Cet endroit n'a pas changé, mais autour, ça a beaucoup changé. Parce que, comme vous savez, la ville a été terriblement détruite et donc il y a actuellement des habitations nouvelles. Mais probablement, ce bâtiment qui est resté en dehors du ghetto a servi aux Allemands et donc il n'a pas été abîmé. Il est toujours là. Les conditions de vie dans l'orphelinat ne correspondait pas non plus, évidemment, à ce qui est permis aujourd'hui. Et d'ailleurs, Korczak le remarquait déjà à l'époque, il n'était pas content que, par exemple, les dortoirs étaient des grands dortoirs pour plusieurs personnes. Comme vous voyez sur cette image, les lits étaient vraiment collés les uns aux autres. Mais quand même, c'était des très bonnes conditions par rapport à ce que les enfants pouvaient vivre dans leur famille, parce qu'il y avait un lit par enfant. Dans les familles ou dans les foyers d'où venaient ces enfants, on dormait à plusieurs dans un lit, si on avait un lit. Et ils pouvaient aussi manger correctement dans cet orphelinat. Quand ils étaient dans les rues, ou dans les taudis de Varsovie, ils ne mangeaient pas. Donc, ils cachaient les enfants. En quelque sorte, ils les mettaient à l'abri. En plus, ils voulaient surtout leur donner une morale, leur inculquer le bien, un bien radical. Là, on peut faire le lien avec Hannah Arendt. C'est le bien radical qu'incarne Korczak. Et lui-même vivait sur place, toute l'équipe de toute façon vivait sur place. C'est un internat où il y avait l'autogestion et la participation des enfants. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais de toute façon, l'objectif était
de respecter l'enfant, faire en sorte que l'enfant respecte l'adulte. Donc ce n'est pas du tout l'enfant roi, ce n'est pas l'enfant à qui on donne tout. C'est vrai, on est dévoué, mais il y a une discipline et il y a une réciprocité. Il y a aussi ce que certains appellent en français l'autonomisation. C'est un mot que je n'aime pas beaucoup. Dans notre vocabulaire actuel, européen, surtout, on parle du renforcement des capacités. Donc, c'est le mot anglais « empowerment ». Il était persuadé que les enfants, que les jeunes avaient beaucoup de capacités. Et il fallait en sorte que tout ce que les jeunes et les enfants comprennent et sont capables de faire, il faut le faire ressortir, il faut les renforcer, il faut discuter avec eux. Et donc le mot d'ordre, c'est la participation. Et c'est le mot d'ordre de la Convention des droits de l'enfant au jour d'aujourd'hui. La participation est un élément clé de la Convention. Mais c'est la première fois où vraiment on met en pratique la participation et on fait en sorte que les enfants puissent s'exprimer et qu'on tienne compte de leur avis. Cet orphelinat existe jusqu'à 1942. Et comme vous savez, les Allemands ont créé des ghettos. Le ghetto de Varsovie était probablement le plus grand. Il était le plus grand, mais de plus en plus petit. Il devenait de plus en plus petit. Il y avait un mur. D'ailleurs, les Juifs devaient participer financièrement à la construction de ce mur. Il y a, jusqu'au jour d'aujourd'hui, certains petits morceaux du mur. Vous pouvez voir, par exemple, une partie de ce mur au cimetière juif de Varsovie. Donc, une partie du mur du cimetière, c'est l'ancien mur du ghetto. L'image que vous avez sur cette diapo, c'est le monument de Korczak et de ses enfants au cimetière juif de Varsovie. Ils ont dû quitter le ghetto le 5 août 1942. Le bâtiment que je vous ai montré avant est resté en dehors du ghetto, je l'ai déjà dit. Donc on leur a attribué un autre lieu, derrière les murs du ghetto. Et puis ensuite, on a décidé de changer justement les frontières, donc ils ont dû déménager. Et donc il y avait de plus en plus d'enfants dans l'orphelinat et les locaux étaient de plus en plus petits. Et évidemment, la famine qu'il y avait dans le ghetto était horrible. Je n'ai pas voulu vous mettre les photos dans cette présentation. Je ne sais pas si vous avez vu les photos du ghetto de Varsovie, mais elles sont effrayantes. Les enfants qui sont dans les rues ou des cadavres qui jonchent les rues. Et toutes ces morts, c'est à cause des conditions d'hygiène, de la malnutrition, de l'isolement. C'était vraiment une partie de la ville où il n'y avait pas de verdure, par exemple. Il y avait quelques arbres, mais il n'y avait aucun parc. Il n'y avait aucun espace où on pouvait un tout petit peu se reposer. Donc les gens sont tassés de plus en plus. Il y avait énormément de maladies. Ce sont des images épouvantables. Mais si vous avez l'occasion et le courage de les voir, faites-le. Donc, en 1942, les Allemands décident la solution finale.
Est-ce que vous savez combien de camps de concentration y avait-il en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou même un peu avant, à partir de 1933? « 20 camps dans toute l'Europe. Oui, parce qu'on parle d'Auschwitz. Il y a combien? 1634 dans toute l'Europe. Ça parle. Je pense que ça parle très très fort. Évidemment, tous les camps n'étaient pas les camps d'extermination. Évidemment, c'était des camps de la mort dans le sens où les gens perdaient leur vie. Mais il y avait 6 camps qui étaient destinés à l'extermination de ceux qui étaient. Ce sont des camps qui, au jour d'aujourd'hui, sont dans les frontières de la Pologne. Mais il faut aussi savoir, il faut le rappeler, que la Pologne n'existait pas. Une partie de la Pologne a été incorporée dans le Reich. Donc, par exemple, Auschwitz était en Allemagne. Il est aujourd'hui en Pologne. Mais au moment de l'extermination des Juifs, c'était l'Allemagne. L'autre partie de la Pologne, plus à l'est, c'est une partie qui a été essentiellement en 1939 annexée par les Russes. C'est aussi une partie où il y avait une forte population juive, parce que la Pologne d'avant la guerre était un État multiethnique, multilingue, multiculturel. Et les Juifs faisaient 10% de la population de la Pologne. Donc c'était une minorité assez importante, la plus importante. Et donc cette autre partie de la Pologne, il y avait un gouverneur allemand. Donc le gouvernement polonais était à Londres. Donc les Polonais ne géraient pas du tout ce territoire. Et on parle évidemment d'Auschwitz, c'est devenu le symbole de la Shoah, de l'extermination, etc. Mais quel était le deuxième camp d'extermination? Mais oui, c'est Treblinka. C'est le camp où on a tué 925 000 personnes. 900 000, c'était des Juifs, des transports différents, mais essentiellement le ghetto de Varsovie. Donc si on considère que le ghetto comptait jusqu'à 400 000 personnes, la moitié des morts à Treblinka, ce sont les Juifs qui se sont retrouvés dans le ghetto de Varsovie. Et ce n'est pas très loin de Varsovie, c'est à 80 km. Mais ces convois avec des wagons de bétail ou à bétail prenaient vraiment une nuit, sinon plus. Donc beaucoup perdaient la vie déjà pendant le transport, sans parler du fait que l'un ou l'autre officier tirait de temps en temps dans le wagon, et il y avait des gens qui mouraient aussi dans les wagons, tués par les balles. Certains disaient même qu'ils avaient la chance, parce qu'ils n'ont pas vécu toutes ces atrocités, et de toute façon, les gens qui arrivaient à Treblinka allaient pratiquement directement dans les chambres à gaz. Ce n'était pas un camp où on faisait la sélection, etc. C'était très très vite
décider ce que ces personnes devaient devenir. Et d'ailleurs, on a parlé à un moment donné de ce moment où on se rend compte que la guerre est perdue par les Allemands, etc. En 1943, les Allemands décident de démanteler Treblinka. Et ils camouflent le camp, ils détruisent tout ce qu'ils peuvent. Et ils camouflent ce camp en une ferme. Ils y installent un Allemand. D'après eux, la terre est très fertile, ça va très très bien. Donc, rien ne s'est passé. On peut nier tout ce qui s'est passé là-bas. Au jour d'aujourd'hui, il y a un musée là-bas. Et je vous en parlerai un peu plus tard. Ils n'ont pas tout effacé et la mémoire n'est pas effacée. Et nous y comptons énormément. Nous pensons que cette mémoire ne devra s'effacer jamais. C'est pour ça que nous sommes ici. Voilà, je n'ai pas mis de photo. J'ai mis une œuvre d'art. Alors, il y a 2 titres à cela. C'est la marche vers Umschlagplatz. Donc, c'était l'endroit de concentration des Juifs et d'embarquement dans les wagons à Varsovie. Il y a un monument à Varsovie. D'ailleurs, mon mari, qui est dans cette salle, a participé à la construction de ce monument. Donc, qui est toujours aujourd'hui en ville. C'est un endroit très, très émouvant. Il y a l'autre titre à cette œuvre d'art, c'est La mort de Korczak. C'est fait par un ancien élève de la Maison des Orphelins, Isaac Zelniker, qui n'était pas orphelin du tout. Donc, après un certain temps, il est parti de l'orphelinat pour rejoindre sa famille. Lui, il a eu un parcours horrible. Il s'est retrouvé dans le ghetto de Białystok et ensuite il a été dans 4 camps successifs. Il a quand même survécu. Il a fait des études d'art à Varsovie et à Prague, en Tchécoslovaquie à l'époque. Et ensuite, il a décidé d'émigrer vers la France. Il a vécu plus de 20 ans, je pense, à Paris. Et donc, on peut retrouver ses œuvres et c'est quelqu'un qui était présent ici dans votre pays. Donc, voilà. Je vous ai parlé de l'œuvre et de multiples œuvres de Korczak. On a commencé par le roi Matthias Ier, ça c'est pour enfants, mais par exemple, il y en a d'autres, Comment aimer un enfant, ou Le droit de l'enfant au respect, ou de la pédagogie avec humour, parce que Korczak faisait aussi des émissions de radio à Varsovie. Il parlait beaucoup de l'enfance. À un moment donné, quand il y a eu une montée d'antisémitisme dans toute l'Europe et en Pologne aussi, dans les années 30, on a interrompu ces émissions de radio, mais il est revenu à la radio en 1939, et même juste après le début de la guerre. Ce qui est extraordinaire dans son cas, c'est que toute cette théorie qu'il avait, qu'il développait, qu'il pouvait aussi apprendre, parce que c'est l'époque de Maria Montessori,
Il y a aussi l'héritage de Pestalozzi, de Rousseau, etc. Mais tout ça, ça crée une nouvelle pédagogie, mais ce qui est très original, c'est qu'il met vraiment en pratique tout cela et formule en quelque sorte des droits. Donc il parle des droits d'expression, de participation, d'association et surtout de cette pédagogie du respect. La Maison des Orphelins est une école de démocratie. Et je voulais vous demander aussi ce que c'est pour vous la démocratie dans vos écoles. Est-ce que vous avez des institutions démocratiques dans vos écoles? L'élection des délégués de classe par un vote. Oui. C'est tout ce qu'il y a dans les écoles? Oui, s'il vous plaît. Il y a aussi l'élection des parents d'élèves. Oui, mais ce n'est... Oui, indirectement, je veux dire, mais ce n'est pas la participation enfantine. Le conseil de vie collégienne. Oui, et il fonctionne comment, ce conseil de vie collégienne? Je ne sais pas exactement, mais je sais que quand on se présente, et je ne suis pas sûre qu'il faille un vote, et après ils se décident entre eux des nouvelles directions pour le collège. Mmh. Est-ce que vous avez, par exemple, à l'école des services, donc que vous organisez, des choses que vous organisez vous-même? Oui. Le ramassage des poubelles dans les classes. Bah, par exemple, oui. Est-ce que vous avez de l'aide volontaire? Ah. Oui, le jeune homme et la jeune fille ensuite. Bah, à midi, on peut aller en permanence et il y a des profs, ils peuvent nous aider pour les devoirs. Oui, mais est-ce que vous vous entraidez mutuellement? Ah non. Non. Ah, bah tiens. Oui. La mise à disposition d'une infirmerie. Et c'est vous qui organisez l'infirmerie? Non. Non, mais c'est juste, c'est un service qui est proposé au collège. C'est un service qui est proposé, mais quel est le service que vous proposez? À vous-même? Oui. Je suis pas sûr du tout, mais j'étais éco-délégué et je crois qu'il y avait un projet de poubelle de tri. Et vu que c'est nous qui le mettons en place, ça. Oui. Votre collègue plus haut, enfin, il y a deux personnes, le jeune homme et la jeune fille. Donc, au collège, il y a aussi le dispositif phare pour aider les élèves qui sont harcelés. Ah ben voilà, oui, c'est très important, oui. Et toi, qu'est-ce que tu... C'était la même chose. D'accord. Est-ce que vous avez aussi encore une idée? Au collège, on a un dispositif de précarité menstruelle. Vous voyez, il y a certaines choses, mais ça c'est un peu aussi, je ne sais pas, ça a disparu, mais peu importe. Il y a certains éléments, mais chez Korczak, il y avait plus. Et il y avait bien plus. Je ne sais pas pourquoi je ne peux. Et encore. Parce que là, on est déjà dans les textes. Donc, il y avait, par exemple, le volontariat, les services, donc c'est l'entraide, comment aussi soutenir quelqu'un qui se sent, aujourd'hui on va dire harcelé, mais quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. Évidemment, ils vivaient ensemble, hein, mais c'est assez différent. D'ailleurs, les enfants de l'orphelinat allaient plutôt à l'école en ville. Quand ce n'était pas possible, on organisait des cours dans l'orphelinat. Et pendant la guerre, pendant qu'ils étaient au ghetto, il y avait des classes
dans l'orphelinat. Il n'était plus question d'aller à l'école. Mais il y avait l'aide aux devoirs, mais pas l'aide aux devoirs de la part des adultes, mais il y avait l'aide entre les élèves. Ils organisaient aussi les temps de détente. Est-ce qu'il y a un endroit à l'école où vous pouvez vous mettre un peu à l'écart et rester tranquille? Je ne vais pas dire un lieu de recueillement, mais un lieu où on peut se ressourcer ou se calmer. Ben, on se calme, hein, oui, il y a un tel endroit? Non. Si, il y a l'hémicycle de la région pour se calmer. La jeune fille, ah oui. Jeune fille, bah oui, jeune femme. Oui. Oui, alors c'est en projet en fait, ça va apparaître dans notre établissement, il va y avoir une salle. Les élèves ne doivent pas être au courant d'ailleurs, puisque c'est la nouvelle de la semaine dernière, mais ça a été pensé par notre nouvelle principale pour les élèves, pour se relaxer. Mais ça arrive tard, on est bien d'accord. Je voulais juste revenir sur cette participation des élèves pour bien connaître le système allemand. C'est peut-être aussi en Pologne le cas, mais quand on va dans les écoles allemandes, où, on voit qu'il y a beaucoup plus d'autonomie laissée aux élèves, et c'est des fois ce qui manque un peu dans les écoles françaises, je dirais. Voilà. Avec une prise d'initiative qui est très importante du côté allemand, voilà, de la part des enfants. Oui. Merci beaucoup. Je sais que, effectivement, ce n'est pas facile de tenir une école. Et on est aussi dans la transmission des savoirs. Mais ce que Korczak voulait, c'est la formation du citoyen et de la citoyenne. Donc il y avait la responsabilisation, il y avait un conseil d'autogestion. Donc, il y avait aussi un tribunal d'arbitrage dans l'orphelinat. Ça, c'est une institution qui peut être très difficile à mettre en place dans une école, mais dans l'orphelinat, on pouvait déposer des plaintes, même de façon anonyme, et la personne qui, d'après les élèves se comportaient mal, passaient devant un tribunal, y compris Korczak lui-même, passait devant le tribunal des enfants, parce qu'il s'est mal exprimé, ou il a trop... ou Stefania Wilczynska, etc. Mais évidemment, il y avait toujours des limites à tout ça. Il y avait aussi un système de plébiscite où il y avait la possibilité de s'exprimer sur les autres, sur leurs points forts et les points faibles. Donc, et ce qui est très important, donc il y avait un panneau d'affichage. Il ne faut pas être forcément d'accord avec tout ce qui se faisait dans l'orphelinat. Mais par exemple, il a appris à ses enfants, les enfants restaient chez lui de l'âge de 7 à 14 ans. Il a appris aux enfants le journalisme. Il y avait aussi un journal. Donc, toutes les semaines, il y avait un journal qu'on lisait ensemble le samedi. Mais il a aussi réussi à créer une petite revue qui était le pendant de la revue juive de Varsovie, donc c'était un hebdomadaire, et il y avait la petite revue qui était essentiellement, enfin exclusivement rédigée par les enfants. Donc je ne sais pas si vous avez des occasions de vous exercer dans le journalisme, mais c'est aussi
une idée, par exemple, d'avoir un journal de l'école ou un journal de classe, etc. Il y avait aussi des cartes souvenirs ou des remerciements. Il y avait la possibilité de demander pardon, mais aussi entre ceux qui étaient dans l'orphelinat. Donc, je voulais vous lire aussi quelque chose. Je crois que c'est à la page 107. Par rapport à l'école. Vous vous plaignez de l'école? Alors, je vous écoute. Du professeur? Bon. Des copains? Voyez-vous ça? Les gens sont tous différents. L'un va se contenter d'un bon camarade. L'autre veut faire partie d'un groupe, d'une bande. Dans le tumulte, l'un préfère faire les choses calmement, dans le silence. L'autre, rapidement et dans le vacarme. L'un est blagueur, l'autre est sérieux, l'un est timide, l'autre sûr de lui. L'un est conciliant, l'autre querelleur. Pardon. Chacun a ses qualités et ses défauts. Ton professeur crie souvent? Pardon, monsieur, mais que devrait-il faire d'autre si on le fâche? C'est un être humain, lui aussi. Il a ses nerfs, ses soucis, ses problèmes familiaux, ses calculs biliaires. Personne ne hurle par plaisir ou dans le but de se casser la voix. Et vous pouvez trouver plein de choses comme ça chez Korczak dans ses écrits. Et... Oh, c'est allé trop loin. C'est moi ou c'est vous? Elle ne fonctionne plus. Donc il faut aller en arrière encore. Mais de toute façon, oui. Je pense que j'ai peut-être pris un peu trop de temps. Vous aurez les diapos, donc vous pourrez lire aussi les textes. Là, j'ai mis 2 extraits, mais je voulais qu'on aille un peu en arrière encore, jusqu'à la déclaration de Genève. Voilà. Donc, le premier texte lié aux droits de l'homme, c'est la déclaration de Genève de 1924. Qu'est-ce qu'on fête alors? Ben voilà, on fête les 100 ans de la déclaration de Genève ou des droits de l'enfant. C'était évidemment à l'issue de la Première Guerre mondiale. C'est en 5 articles. Korczak n'était pas d'accord avec cette déclaration parce qu'il trouvait qu'elle ne parlait pas vraiment des droits, mais des devoirs des adultes. Et pour lui, l'enfant est une personne à part entière, un sujet de droit. Et pour lui, ce texte n'est pas très bon. Donc, il le critiquait. Il a écrit, il s'est même permis d'écrire, « La société des nations est peut-être bancale et mollasse, mais elle a tout de même le mérite d'exister. » Donc, ça, c'est par rapport à toutes les institutions internationales. Il parle ici aussi du futur, mais c'est vraiment notre présent, en quelque sorte. Il dit même qu'il y aurait des allers-retours Terre-Lune à tarif réduit, s'il vous plaît. Donc, vraiment, on peut le lire, relire, et on trouvera toujours des choses actuelles. Donc, la déclaration de Genève de 1924, c'est aussi
l'époque où est née une organisation très importante pour les enfants, Save the Children. C'est l'initiative d'une Anglaise. Et c'est une organisation non gouvernementale qui existe toujours et qui travaille à travers le monde. Nous pouvons aller un peu plus loin. Donc, ensuite, il y a eu un autre texte en 1959, une déclaration de nouveau des droits de l'enfant. Mais en 1978, à l'anniversaire, au 100e anniversaire de la naissance de Korczak, la Pologne propose aux Nations Unies de rédiger une convention des droits de l'enfant. Et comme souvent, dans le cadre international, il faut du temps. Il a fallu 10 ans pour que cette convention soit adoptée. Et il y avait énormément de divergences de vues entre les États, entre les cultures, entre les religions, etc. Donc le texte, comme tous les textes internationaux, est un compromis entre les différents États, les différentes philosophies, etc. Mais il y a 4 principes directeurs dans cette convention. C'est la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la survie et à la protection, et le droit à la participation. Le texte est très complet parce qu'il englobe les droits politiques et publics, les droits sociaux, les droits économiques et les droits culturels. Je vous invite vraiment à vous familiariser avec ce texte. C'est aussi cette convention qui fait en sorte que les États partis à la Convention, et c'est le texte international le plus signé et ratifié dans le monde. 196 pays l'ont signé et ratifié, donc ça veut dire qu'il est obligatoire dans presque tous les États, sauf un, qui est les États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, à la suite de cette convention, dans les États membres et dans les États partis, il y a aussi l'institution de défenseur des droits. Évidemment, en France, il y a aussi un défenseur des droits de l'enfant. La France a accepté la convention et donc elle fait des rapports au comité des droits de l'enfant, mais elle travaille aussi, comme tous les États, à l'intérieur. Donc, nous pouvons un peu accélérer. Voilà, donc 100 ans de la déclaration de Genève, la ville de Genève a proposé l'année dernière une nouvelle déclaration de Genève que vous pouvez toujours signer. Vous pouvez faire en sorte qu'elle ait plus d'acceptation de la part des jeunes. C'est ça l'objectif. Et je vous invite vraiment à le faire et à la lire parce qu'elle parle, par exemple, du progrès technologique, des biotechnologies. Donc, les droits de l'enfant sont placés dans le cadre actuel. Ce n'est plus la déclaration d'il y a 100 ans. Allons-y. Donc, Korczak a été popularisé, mais il n'est pas suffisamment connu. En France, il n'est peut-être pas assez connu, bien qu'il y ait une association Korczak, comme dans beaucoup de pays. Mais récemment, l'année dernière, certaines personnes ont publié ce livre qui est au milieu, Droits des enfants. C'est avec la collaboration de Boris Cyrulnik. Et dans ce livre, Droits de l'enfant,
il y a beaucoup de matériel pour les activités en classe sur les droits de l'enfant et les principes de Korczak. En revanche, la bande dessinée qui a le fond foncé n'est pas très appréciée de certaines personnes qui travaillent sur l'œuvre de Korczak. Parce qu'en préparant ma présentation, j'ai parlé avec certains chercheurs. Ils n'aiment pas beaucoup ce livre, mais quand même, c'est aussi une possibilité de vous familiariser avec sa pédagogie, ses idées, etc. La diapo suivante, donc c'est son... Comment il a terminé? Le pauvre, ben, bien sûr. Et donc les hommages et distinctions, vous le verrez aussi. Et allons-y vers les... Donc il y a eu des années Korczak en Pologne en 1962 et en 2012. Israël a aussi, par exemple la Poste israélienne a émis des timbres à son image, etc. Évidemment, il y a beaucoup de matériaux à Yad Vashem, il y a beaucoup de matériaux aux États-Unis en mémorial de l'Holocauste. Allons-y. Et donc, ça, c'est les monuments à Varsovie aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, ça, c'est la maison, l'orphelinat, tel qu'il est... enfin, la maison telle qu'elle est aujourd'hui. J'ai pris cette photo au mois de janvier, cette année. Et au centre de Varsovie, il y a un autre monument qui a été inauguré, je pense, en 2009. Son emplacement est très central à Varsovie. C'est l'endroit, le dernier endroit où il y avait l'orphelinat à l'intérieur du ghetto. Et ça me conduit justement à la fin. C'est de cet endroit-là que Korczak est parti avec 200 enfants de l'orphelinat vers Umschlagplatz. Et ils ont été déportés tous à Treblinka par le train. Et le lendemain matin, ils ont été gazés à Treblinka. La date, il y a eu des recherches, la date a été très importante du point de vue juridique, etc. Et donc, on dit parfois qu'il a eu une mort héroïque. Certains disent que ce n'était pas de l'héroïsme. À l'époque, pour lui, il était impensable de travailler pour les enfants et avec les enfants et de les abandonner au moment où ils allaient mourir. Il les cachait, il les mettait à l'abri pendant tout ce temps dans le ghetto. Il organisait les activités normales pour qu'ils ne voient pas la rue. Il mettait des rideaux pour qu'ils ne puissent pas voir à travers les vitres. Mais 2 jours, je pense, avant cette marche qui a duré des heures et des heures à travers Varsovie, et ils ont fait un spectacle d'un philosophe indien. Et ce spectacle parlait déjà de la mort. Donc, il préparait les enfants à la mort. Il n'a absolument pas voulu les abandonner. Pendant la période du ghetto, il a pu sortir du ghetto plusieurs fois pour ramener de l'argent, de la nourriture, etc. Il y a eu très peu de survivants. Il y a eu quelques-uns, parce que, par exemple, certains jeunes allaient travailler du côté arien. Et le jour où ils ont dû quitter l'orphelinat, ils étaient en dehors du ghetto. Donc, il y a eu, mais c'est vraiment peut-être sur les doigts d'une main qu'on peut compter ces personnes. Donc, il y a eu des témoignages. Il y a juste les lunettes de Korczak qu'on a trouvées
dans l'orphelinat et qui sont à l'Institut juif de Varsovie. La dernière, peut-être, diapo. Donc, je vous ai mis certains liens. Et à Treblinka, il y a aussi des activités éducatives, mais il y a la possibilité de planter un arbre en mémoire. C'est une idée qui existe. Vous pouvez entrer en contact avec le musée. Et la diapo suivante, c'est notre devoir de mémoire. À Treblinka, il y a plusieurs stèles, mais sans inscription. Il y en a une qui a une inscription, c'est celle de Janusz Korczak, Henryk Goldschmidt et les enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Kowalczyk-Dziora.